Mon nom est Pascal Nouyen Deschênes. Bienvenue dans le Pas le temps de lire show. C'est le rendez-vous de ceux et celles qui ont compris que leurs oreilles n'ont rien envié à leurs yeux. Ce podcast est une adaptation du blog de Pascal Nouyen Deschênes intitulé « À la quête d'un meilleur mode de vie grâce aux technologies ». J'aurais vraiment aimé que Gilles Bourque, ministre des Transports, présente la prochaine commandite, mais il était déjà sur un meeting, sur un nouveau comité appelé « Les poteaux dans la rue, ces hosties de gréements qui salissent notre réputation ». Le Pas le temps de lire show est une présentation de mon humble moi-même. Les mots deviennent des phrases qui en disent long. Le tout produit au spacieux studio de PND Design. L'article d'aujourd'hui, les statistiques d'un blogueur après ses 7 premiers articles. Dans cet article, vous apprendrez ce que toutes les compagnies gardent ultra confidentiel. Les données et le comportement général des internautes sur leur site. Vous saurez quel réseau social génère le plus de clics. J'ai été vraiment surpris là-dessus. D'où vient le trafic? Quelles sont mes statistiques hebdomadaires? Ce que j'aime, en plus de ce qui me gêne à travers les chiffres que je peux observer. Une petite note, je voulais sincèrement écrire un article court, mais je suis incapable de simplement vous donner des chiffres sans mettre en contexte ce que nous mesurons ici. De plus, le premier article « Y a-t-il un lecte dans la salle ?» a été publié le 3 octobre 2012. Les statistiques débutent à ce moment sur une période échelonnée de 6 semaines, soit jusqu'au 17 novembre 2012. Pour la majorité, le succès en ligne est essentiellement considéré par le nombre de clics total d'une vidéo, d'une page web ou de peu importe quoi. Pourquoi? Parce que c'est la mesure la plus facile à montrer et à regarder. Comme nous le verrons, ce n'est pas une mesure très pertinente pourtant. L'effet est le suivant. Une histoire de paradigme. J'apprends à la radio que le dernier James Bond vient de battre un record au box-office. Mon réflexe de néophyte, intéressant, je devrais écouter ça, en sous-entendant. Bon, c'est à voir, ça doit être bon puisque c'est populaire. Pourtant, le box-office n'est pas une unité comparative très valable puisque le prix des billets ne fait qu'augmenter avec le temps, sans compter le prix qui double grâce aux versions 3D. Mon point, il y aurait forcément des records de recettes dans le temps. Donc, voyez-vous le paradigme. Selon moi, le nombre de billets vendus ferait beaucoup plus de sens pour mesurer le succès d'une sortie en salle, mais ces chiffres ne sont pas disponibles pour le grand public. À ma décharge, je suis un néophyte en matière de cinéma. Tu sais, l'Américain typiquement gavé au McDo qui s'intéresse pas à rien d'autre que les blockbusters commerciaux. Ouais, c'est moi ça. Le gros jambon amateur de femmes fatales et de pow-pow. À ma défense, quand même, je suis simplement pas au courant de ce qui se passe parce que je n'y accorde aucune attention. Pour bien des gens, c'est la même histoire du côté musical. Alors, en ce qui concerne le box-office, nous avons affaire ici à des métriques de vanité, soit une vision de ce que devrait être le succès d'un film. Parlant de paradigme, savez-vous que j'ai une plaque 5 fois platine chez moi pour 500 000 albums vendus de l'album Star Academy? Sur le site officiel de l'Association de l'industrie canadienne de l'enregistrement, c'est bien écrit noir sur blanc, 500 000 copies vendues. J'ai une preuve en PDF ici dans le site. Pourtant, je sais officiellement que cet album a vendu réellement 350 000 copies et qu'il a été distribué au nombre de 500 000 copies. J'ai le rapport officiel dans les mains du distributeur. Est-ce moi ou bien il y a quelque chose de fondamentalement malhonnête là-dedans? Un pur mensonge. Une crosse de 43%. Les histoires de crosse sont pas mal à la mode à Montréal ces temps-ci, mais quand même. Le point, dans l'industrie du disque, nous avons encore affaire à des métriques de vanité. Sans parler des 160 000 albums imprimés de l'usine et directement détruits en douce. Y a-t-il des écolos dans la salle? Ou bien peut-être des organismes communautaires qui auraient aimé profiter de ce 100 000 qu'a coûté la production de ce show de boucan de chiffres? Ok, je m'égare. Revenons à nos stats LEC. Mesurer
OK, mais quoi? Le nombre de clics total me donne une bonne indication de ce qui est populaire et je serais tenté de regarder quelque chose qui est présentement le buzz. Par exemple, dans cet exemple, le buzz pourrait être mesuré par le nombre de clics total d'une bande-annonce. Pourtant, la somme des clics n'est pas une mesure qui indique quoi que ce soit de si pertinent. Je m'explique. Prenons pour variable 2 vidéoclips d'un même groupe. Le vidéoclip X a en ce moment 2,6 millions de clics et le vidéo Y a 11,6 millions de clics. 11,6. Lequel est le plus populaire? C'est l'évidence, c'est le vidéoclip Y. Mais maintenant, si je vous demande quel vidéoclip connaît présentement la plus grande croissance, le plus grand buzz, là, vous seriez mal pris. Parce que le nombre absolu de clics, le nombre total, ne peut pas nous aider à trouver cette réponse. Ce qui est le plus pertinent de connaître pour un entrepreneur, un blogueur, un band, une compagnie, n'importe quel créateur de contenu, c'est la progression dans le temps. Et par progression, j'entends un ratio de croissance. Alors voici la bonne réponse. Nous voulons mesurer la progression dans le temps et non seulement le nombre de clics total. Chaque mois, semaine, année, etc., nous pourrions mesurer des ratios ou des taux comme ceux-ci. Le taux de rétention après 7 jours d'essai du produit X, le taux d'augmentation des ventes, le taux de pages vues uniques par rapport au mois précédent, le pourcentage de temps passé sur le site web, etc., etc., etc. OK, c'est peut-être un peu trop abstrait tout ça. Je vais vous faire un dessin. Regardez les deux statistiques des deux vidéos ci-dessous. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les courbes. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, j'aime ces courbes. Pour les auditeurs, vraiment, ce qu'on peut voir, on voit deux graphiques. Le premier graphique débute avec une pente très douce, très, très flat. Et avec le temps, on voit que la pente devient de plus en plus corsée. Alors que dans le vidéo Y, c'est celui qui a 11 millions de vues par rapport à l'autre qui en a 2,6. Le vidéo Y, on voit qu'il y a une pente très stable depuis le début. Parfait? Je continue. On voit que la deuxième courbe est assez linéaire. Pour notre exemple, j'estime que le vidéoclip Y a eu environ 350 000 clics par mois. Le ratio qui m'intéresse ici est de savoir le nombre de clics du mois d'octobre versus le mois précédent. Ainsi, je peux faire un ratio. Faisons le calcul. Le nombre de clics en octobre sur le nombre de clics en septembre. Donc, un calcul rapide pour notre exemple, 350 000 clics divisé par 350 000 clics. C'est ce que j'analyse par rapport au graphe. Dans ce cas-ci, ça nous donne le chiffre 1, soit 0% de croissance. Alors, dans cet exemple, la croissance est nulle puisque le nombre de clips vus entre les 2 mois est le même. Pour le vidéoclip X, on peut voir que la progression est très lente durant la première moitié du graphique. Le taux de croissance est peut-être même négatif. Puis, au point J que j'ai ajouté, on voit que la progression ou le ratio s'accélère rapidement. Alors, faisons le calcul du nombre de clics en octobre divisé par le nombre de clics en septembre. Donc, j'estime, selon ce que je vois, 40 000 clics sur 35 000 clics, c'est égal à 1,1428, soit environ 14% de croissance. En bon français, en octobre 2012, il y a eu 14% plus de gens qui ont écouté ce vidéoclip qu'en septembre. Alors, si on revenait à la question, quel vidéoclip connaît présentement la plus grande croissance, on peut maintenant facilement répondre que c'est le clip X. Donc, c'est-à-dire le clip qui a 2,6 millions de vues. Pour les curieux, j'ai pris ces chiffres de 2 vidéoclips du groupe Muse et j'ai mis les liens sur le blog. Métrique de vanité. C'est ce qu'illustre Eric Rice dans son livre The Lean Startup que je recommande solennellement à tous ceux qui démarrent une entreprise. Un des concepts clés est qu'il est facile de tomber dans des statistiques de vanité, c'est-à-dire des chiffres d'autosatisfaction qui flattent notre ego. Si je me dis « Wow, j'ai eu 10 000 pages de vues ce mois-ci », en fait, je devrais sérieusement me demander « Je suis satisfait de quoi au juste » ou plus spécifiquement, par rapport à quoi? Métrique actionnable. Le but ici n'est pas d'avoir, XX milliers de visiteurs dans un mois donné. L'intention est de faire croître son audience, son nombre de visiteurs dans le temps par rapport au mois précédent
ou à la semaine précédente, peu importe. Même si ce n'est que 1% de croissance par mois, pour moi, c'est un succès. Ainsi, si j'ai 1000 visites uniques durant le mois d'octobre, puis 1000 visites uniques en novembre, c'est en quelque sorte un échec. Aucune croissance égale pas content. Si par contre, dans le même exemple, j'ai 1200 visites durant le mois d'octobre, alors je pourrais dire, en novembre, j'ai eu une progression de 12% de visites uniques. Donc, 1200 par rapport à 1000 en octobre. Wow! Vous pouvez sentir que l'effet est totalement différent que de se dire « Yes sir guys, il y a eu 1200 visites uniques sur le site ce mois-ci. » Ouais, pis. C'est en sachant qu'il y a croissance que nous savons que nous sommes sur la bonne voie. Ce n'est pas pour rien que les investisseurs regardent toujours les taux de croissance. C'est un bon indice pour savoir si une entreprise sera viable à long terme. Nous avons pourtant ce réflexe avec notre argent. Si je place 10 000 $ durant 3 ans, j'aurai combien en retour? 2 %? Oublie ça, fuck that. 8 %? J'embarque. Pourquoi cette logique changerait-elle pour nos gains ou notre succès en ligne? Les chiffres et les statistiques du blog. Préparez-vous, là, ça commence à être le fun. Voici le plat de résistance. Après 6 semaines et 7 articles publiés à travers ce blog, que révèlent les chiffres? Je donnerai des statistiques hebdomadaires et non mensuelles. Et puis, donc vous écoutez, mais pour ceux qui écoutent et regardent, vous pouvez cliquer sur les images pour plus de clarté. J'ai mis mon humble opinion face à l'interprétation de ces chiffres. Donc, probablement que je suis moi aussi pris dans certains paradigmes. Le temps me le dira. Que les lecs dans la salle ouvrent grand leurs yeux, le rideau se lève. Alors, statistique numéro 1, les visiteurs uniques. Au 17 novembre 2012, ce n'est pas le chiffre 400 qui m'intéresse, mais plutôt le fait qu'il y a eu une croissance stable depuis le premier article. Du 14 octobre au 17 novembre, j'ai eu une progression de 9,2 %. Le nombre de pages vues, même chose qu'en point 1. Je remarque aussi que les lecteurs ne regardent pas beaucoup d'autres pages pour le moment. Normal, il n'y a pas encore beaucoup de contenu sur le site. Le ratio est de 1,5 pages par visiteur et du 14 octobre au 17 novembre, j'ai une progression de 2,5 %. Parfait, très content de ça. Statistique numéro 3, la durée moyenne de la visite. Voici une statistique capitale. Donc, dans mon cas, elle sonne l'alarme. Le temps de visite moyen est d'environ 2 minutes. Je m'attendais à plus. Selon moi, beaucoup d'internautes quittent le site sans lire les articles en entier. En même temps, je pense que c'est normal. Selon moi, la plupart des gens surfent pour le plaisir, alors que le contenu de mes articles est assez intense. Mais entre le 22 octobre et le 17 novembre, on voit une légère progression du temps passé sur le web, du temps passé sur le site, excusez-moi. Point numéro 4, les visites par internaute. Cette mesure est beaucoup trop précoce à mesurer, selon moi. Je retiens que 20 % des gens reviennent plus qu'une fois sur le site. Alors, d'ici 6 mois, j'aimerais monter cette statistique à 25-30 % de lecteurs. Point 5, voici la statistique qui tue. 83 % de tout mon trafic provient de LinkedIn. 83 %. Okay. Sincèrement, là, trouvez-moi un expert en réseaux sociaux, médias sociaux, qui vous a révélé cette statistique. LinkedIn est de loin l'endroit qui me donne le plus de trafic. De plus, et ça fait très mal à mon ego sur Twitter, Twitter ramasse seulement 1 % de mon trafic qui débarque sur le blog. Les sujets de mes articles sont probablement plus propices à intéresser les personnes qui consultent LinkedIn. Okay, quand même, la productivité, comment devenir meilleur avec les technos, etc. Ainsi, je sais qu'il est bon pour moi d'entretenir d'excellents liens sur le réseau. Point 6, les sources du trafic. Donc ici, je vois tous les réseaux sociaux confondus par rapport à toutes les visites confondues. Et on voit que les deux graphiques se ressemblent beaucoup, donc aucun doute, mon trafic provient des médias sociaux. Point 7, un tableau essentiellement vraiment avec des chiffres qui résument ce que je viens de vous dire, donc pour ceux qui sont intéressés. Alors pour conclure, qu'est-ce qu'il y a à retenir? Si vous voulez mesurer votre succès en ligne,
Prenez le temps de savoir quoi mesurer. Ne vous laissez pas impressionner par les métriques de vanité. Alors, question ouverte, que pensez-vous de mon interprétation des résultats si hauts? Suis-je dans le champ? Vous avez une question, un commentaire à faire sur ce que vous venez d'entendre? Je vous invite à me rejoindre au pnddesign.ca/blog et de là, vous pourrez trouver facilement cet article qui s'intitule « Les statistiques d'un blogueur après ses 7 premiers articles ». C'était le Pas le temps de lire show du blog de Pascal Nouyen-Deschênes à la quête d'un meilleur mode de vie grâce aux technologies. Merci d'avoir été de ce 8e rendez-vous et on se recroise à très bientôt. Bye bye.